la culture de l'association de l'AFSI, c'est une culture de convivialité. Donc je pense que la démonstration langage de preuve est là ce soir. Donc c'est une association qui développe des actions, qui a une ambition forte de la fonction de communicant, donc du rôle de communicant, et c'est une association qui est fortement sympathique également. C'est vrai. Ce soir, nous sommes réunis autour d'un thème qui est celui de l'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, certains peuvent se demander a priori, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon métier de communicant? Ça peut paraître loin à certains. L'intelligence collective, pourquoi donc ce soir? Pourquoi nous vous réunir sur ce thème? Le constat que nous faisons tous dans nos pratiques, c'est que le monde bouge. L'organisation, les entreprises dans lesquelles on travaille, elles sont en changement permanent. Ça bouge, ça change. Ça, c'est une chose. Le constat également, c'est qu'il y a des attentes fortes aujourd'hui. Il y a des attentes fortes de renouveau, des attentes fortes de faire autrement, d'être autrement. Dans les entreprises, les salariés, ça c'est pareil, sont des banalités à dire, mais c'est important de le dire. Les salariés sont en attente de sens, de reconnaissance, de pouvoir prendre la parole, d'être écoutés. Donc ça bouge, ça change, il y a des attentes des salariés, il y a de plus jeunes, il y a une nouvelle génération, ou deux nouvelles générations qui arrivent dans le monde, qui arrivent dans le monde du travail, avec leurs propres visions, avec leurs propres attentes. Il y a également des modes de communication qui sont récents, les modes de communication des réseaux sociaux, donc qui remettent, qui amènent de nouveaux processus de communication. Ça bouge, ça change au niveau des attentes. Et en même temps, on est à une période à la fois d'attente, de changement, et une période de fin de système, si je peux dire. On voit particulièrement, ce qui est éclairant, je trouve, c'est le mode d'expression politique. On voit bien aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Dans les organisations, on constate aussi que le mode pyramidal, ça marche plus, quoi. Le mode pyramidal, c'est fini, c'est du passé. Économiquement, ça ne donne pas de résultats suffisamment probants. Et humainement, ça provoque plutôt des tensions et des blocages. Ça provoque du gâchis. Très concrètement, dans votre vie quotidienne, du gâchis, c'est quoi? Du gâchis, c'est par exemple des réunions sans fin et donc sans appétit, des réunions sans écoute, des réunions sans décision. C'est une langue qui nous laisse de plus en plus de bois. C'est quoi aujourd'hui dans les entreprises avec ce mode d'organisation? Ce sont des combats d'ego, faute de relations égalitaires. Donc on peut dire qu'on arrive à une fin de système. Et une fin de système, c'est enthousiasmant. Que faire? Que peut-on imaginer? Et c'est là où l'AFSI d'ailleurs est dans sa mission d'exploration, sa mission d'innovation, d'écoute. Et l'intelligence collective fait partie des pistes qui nous semblent intéressantes donc à explorer, voire à développer. L'intelligence collective, c'est une forme de changement. Et le message que l'on souhaiterait vous porter ce soir, vous, c'est Michel et moi, et puis l'AFSI, c'est le changement, c'est possible. Le changement, ça part de soi. Et on est tous en soi porteurs du changement du monde. Il ne faut pas penser que face à une organisation, on n'est pas en mesure de pouvoir changer les choses. Je vais redonner la parole à Michel qui va présenter les différents intervenants et le déroulement de cette soirée. Alors, je vais faire très court. C'est difficile de présenter les intervenants. Quand on pense à l'intelligence collective, moi, la première personne à qui je pense, c'est Jean-François Nouvel. Donc voilà, donc je suis très content qu'il ait accepté de venir nous parler de ce sujet. Je peux dire que tu es fondateur du Collective Intelligence Research Institute. Tu nous en diras plus après. Et on est content aussi d'avoir Éric Grelet,
C'est Jacques Brel qui disait que l'humour était la forme la plus saine de la lucidité. Et donc Eric va nous accompagner pendant cette soirée pour dessiner en direct avec humour et bienveillance, bien sûr. Je passe la parole donc à Jean-François. Juste pour le dérouler, on va d'abord avoir donc à peu près 1 heure d'intervention, ensuite 20 minutes d'échange avec vous, et puis on pourra poursuivre nos discussions autour d'un buffet par la suite. Autre chose, c'est filmé, donc il ne faut pas hésiter à parler fort. Je parle assez fort. Voilà. Merci. Merci. Je crois que alors je me trouve bardé de micros. En fait, j'en ai 2. J'en ai un là et un là. Je vais déjà voir si ça marche et si ça fait pas trop de bruit aussi au niveau. Ça va, vous entendez bien? Alors déjà pour commencer, je confirme l'AFSI en tant qu'organisation sympathique parce que vraiment vous m'avez proposé de venir avec beaucoup de joie. J'ai rencontré des belles personnes que je connais pas encore forcément très bien, mais que j'ai très envie de connaître mieux. Ça me fait très plaisir de partager ce soir. Pour une raison déjà évidente, la communication, il n'y a pas d'intelligence collective sans communication. Qu'il s'agisse de fourmis ou d'une équipe humaine, de toute façon, la communication reste la base de tout collectif. Donc pas de communication, pas d'intelligence collective. Donc déjà pour moi, le lien s'avère évident et pouvoir donc discuter de ça ensemble ce soir, ça me fait très très plaisir. Et j'ai aucun doute qu'on va vraiment pouvoir partager des idées intéressantes. Alors je vous propose de faire ça justement dans le séquencement suivant. Le premier, je vais vous donner des fondamentaux sur l'intelligence collective, vraiment un petit peu de poser sur la table des idées, des concepts, des mots aussi, des mots pour le dire. Et puis après, deuxième temps, voir un petit peu justement le lien que ça a avec votre métier aujourd'hui, la communication. Et puis on va échanger après, bien sûr le but consiste à échanger, voir ce que vous retenez comme élément fort et ce que vous avez éventuellement envie de poser comme pas, comme geste ou comme question par rapport à ce que vous faites dans la vie tous les jours. Ça va si on fait comme ça? Ouais. Ok, super, il y a intérêt. Alors, déjà donc, pour me présenter, Jean-François Noubel. Ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai cette passion pour l'intelligence collective qui a commencé en fait en 96 lorsque j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont amené Internet en France et donc de voir à l'échelle d'un pays un changement sociétal évidemment qu'on voit maintenant plus que jamais et qui va continuer à s'accélérer. Alors l'intelligence collective, je ne vais pas vous en donner une définition parce que comme le mot intelligence, il n'y a pas de définition. Je veux dire, à chaque fois qu'on veut essayer d'encadrer ça, on essaie d'encadrer quelque chose de plus vaste que nous. Par contre, on peut en parler sous forme de manifestation. Par exemple, on peut dire qu'il y a intelligence collective lorsqu'on voit un groupe d'individus en train de faire quelque chose ensemble, par exemple attraper une proie, découper un morceau de criquet et ramener les morceaux dans la fourmilière, des gens qui courent autour d'un ballon, ou qui vont constituer une entreprise. Donc on voit qu'on a un groupe d'individus ensemble qui vont essayer d'atteindre un objectif en contexte complexe. Il va falloir s'adapter, trouver des solutions, etc. Voilà un exemple de manifestation d'intelligence collective. Donc on voit déjà que l'intelligence collective relève d'une propriété du vivant social. Propriété du vivant social, et j'insiste là-dessus parce que trop souvent j'entends on va faire de l'intelligence collective, comme si ça relevait d'une méthode. Imaginez si je vous parlais de physique, je ne vais pas vous dire on va faire de la gravité. La gravité, elle se trouve partout en tant que fait. Eh bien, l'intelligence collective s'associe au vivant. Il y a de l'intelligence collective partout et il n'y a pas de vivant sans intelligence collective. Donc, ça relève d'une propriété du vivant social et ça devient, depuis quelques années, une discipline à part entière de recherche qui vise à comprendre pourquoi, lorsque on met dans un espace un certain nombre d'individus, parfois quelque chose de magique va se passer, il y a un corps collectif qui va émerger, un tout. Et ce tout va agir comme un être vivant. Donc il y a du vivant social qui émerge, alors plus ou moins, ça ne fonctionne pas en noir ou blanc, mais il y a du vivant social qui émerge. Donc je vous propose, maintenant on va faire un grand voyage dans le temps, parce que l'intelligence collective donc, nous vient évidemment de l'origine du vivant, il n'y a pas de vivant sans intelligence collective. Et on peut d'ailleurs se demander s'il n'y a pas d'intelligence collective déjà au niveau des particules, si ça ne fait pas simplement partie de la conscience
tout simplement, de l'univers, hein, qui assemble, qui crée des formes. Mais là, on rentre dans un débat plus métaphysique. Mais je vais me contenter d'une histoire plus simple, celle donc du vivant. Et à l'origine des temps, déjà une première forme d'intelligence collective, l'occasion de tester ma petite télécommande. On va voir si elle marche. Voilà, donc première forme d'intelligence collective, probablement la plus ancienne. Alors on ne voit pas bien, désolé, il y a beaucoup de lumière sur cette image. Vous voyez un banc de poissons, hein. Mais j'aurais pu aussi vous présenter une termitière, une fourmilière, ces immenses troupeaux avec des dizaines de milliers de têtes. Et vous voyez ici ce qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Autrement dit, vous avez un très grand nombre d'individus ensemble, très très grand nombre, quelques centaines à plusieurs millions, hein, et qui vont se trouver dans des contextes où finalement, si vous regardez à l'échelle de l'individu, il n'y a pas une marge de manœuvre énorme. Hein, le poisson, il suit le banc de poissons. Les fourmis, elles ont un rôle aussi de guerrières, d'ouvrières, etc. Elles font quelque chose d'assez déterminé à l'avance. Pareil, dans un troupeau, hein, même chose, on suit le troupeau. Donc, soit par circonstance, soit par design, eh bien, l'individu n'a pas une marge de manœuvre énorme. Et pourtant, au niveau du collectif, hein, par émergence, on a un collectif extrêmement intelligent, comme une fourmilière. Quoi de plus intelligent qu'une fourmilière qui s'adapte sans arrêt, qui trouve des solutions incroyables à des problèmes qui ont lieu sans cesse, et plein d'autres. Hein. Alors, question, déjà, cette forme d'intelligence collective, l'intelligence collective en essaim, existe-t-elle chez nous, l'humain? La voyons-nous s'opérer? Je note pas, hein. Allez, on va voir si ça marche. Oups. Ah, ça veut pas, hein. Ça me l'a remis en arrière, apparemment, sinon je vais revenir ici. Comme réponse, vous avez le choix entre oui et non. C'est pas très compliqué. Bon. Je vais passer ici, voilà. Je vais le faire à la main, c'est pas grave. Voilà, là vous avez une photo, une très belle photo, hein, du marathon de New York. 10 000 gens qui vont courir le marathon. On a un moment particulier d'intelligence collective en essaim. Évidemment, si vous vous trouvez en train de courir sur le pont, vous n'allez pas faire autre chose que courir, il vaut mieux aller dans le même sens. Hein. Voilà. Mais ça constitue des moments particuliers. Une manifestation, par exemple, une grosse manifestation dans la rue, et puis une situation que certains d'entre vous ont certainement dû connaître pas plus tard que ce matin ou ce soir. Hein. Voilà. Le trafic. Alors ça nous semble frustrant, on se dit mais quelle intelligence y a-t-il là-dedans? Mais en fait il y en a beaucoup parce qu'au bout du compte il y a une ville qui se remplit et qui se vide chaque jour. Essayez de planifier ça. Hein, mettez une équipe, dites-vous, allez on va prendre une équipe qui va planifier le remplissage de Paris chaque jour. Il va lui falloir 10 ans de travail pour en faire une journée et encore, et on n'a pas la garantie du résultat. Hein. Donc vous voyez que ce type d'intelligence collective a ses forces et ses faiblesses. Au niveau individuel, hein, méfiez-vous justement aussi de tous les discours qui mettent en avant la ruche, les fourmis, etc. Oui, d'accord, mais bon, l'individu, il n'a pas une marge de manœuvre extraordinaire. Ce qui nous amène à l'autre forme d'intelligence collective, celle de laquelle nous venons, hein, un petit peu le contraire, le petit groupe, l'intelligence collective originelle. Là, vous avez au contraire un petit nombre d'individus, mais très individués. Chaque singe ou chaque animal, alors les troupeaux de mammifères, on va trouver évidemment ça plutôt chez les mammifères, mais bien sûr chez d'autres espèces, certains poissons, certains oiseaux, etc., qui se constituent en petits groupes, et avec une particularité, justement, la taille du groupe fait que finalement chacun voit les autres. Une meute de loups, par exemple, va, grâce à ce type de configuration, ou de tigres ou de lions, plutôt des lions, parce qu'on a affaire à des animaux très sociaux, vont pouvoir attraper des proies plus rapides, souvent plus grosses, que ce qu'ils pourraient attraper individuellement. Mais ensemble, ils y arrivent. D'accord ? Et évidemment, ça nous donne une situation intéressante chez l'humain. Maintenant, si on évolue chez nous, j'adore cette photo d'un groupe de jazz. Regardez un petit peu ces joueurs. Comme ils vivent, on voit à quel point ils vivent leur musique. Donc on a des êtres très individués, hein, qui font chacun quelque chose de très spécifique. On sent bien qu'ils ont une reliance les uns aux autres, totale, hein, même s'ils ne se regardent pas, on voit bien qu'ils se perçoivent. Hein. Et il y a une propriété vraiment extraordinaire sur laquelle j'insisterai. Je vais sortir un mot technique, je vais en sortir quelques-uns, pas trop, mais il y a ce qu'on appelle l'holoptisme.
holoptisme, hein, du grec holos, je crois que je l'ai sur ma petite slide, voilà ici. Hein. Holos, le tout, et optisme. On voit le tout. Donc pensez, imaginez-vous dans un groupe de jazz ou de musique, ou bien en train de faire un sport collectif. Hein. Ce qui va faire de vous un bon joueur ou une bonne joueuse tient non seulement au fait que vous jouez bien techniquement de votre instrument, vous jouez bien techniquement la balle, mais aussi ça tient à vos capacités d'holopticien ou d'holopticienne. Ça veut dire que vous avez construit la capacité de comprendre le tout de votre groupe de jazz, votre équipe, et vous savez quoi faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre le niveau individuel et le niveau collectif. Chaque niveau nourrit l'autre. J'insiste là-dessus parce que combien de fois entendons-nous, dans les questions politiques, les questions sociétales, l'opposition par défaut entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Et bien là, on a une configuration très intéressante, le petit groupe, où finalement, on a des gens individués, spécialisés dans ce qu'ils savent faire, créatifs, co-créatifs, et avec finalement le tout qui nourrit l'individu et l'individu qui nourrit le tout, ce fameux holoptisme. D'accord ? Alors, cette intelligence collective originelle, eh bien, l'humanité vient de là, vient de cette configuration-là, à tel point d'ailleurs que nos corps ont une constitution faite pour ça. Ça commence par la famille, ça commence par l'école, et même dans les très grandes entreprises, on va dans une salle de réunion où il y a un comité de direction ou une direction de service. Mais finalement, les gens, même dans les très grands groupes, se retrouvent dans cette forme d'intelligence collective originelle où on essaye de se percevoir les uns les autres, et ça va bien au-delà de l'écrit, du mental, etc. Il y a toute la perception émotionnelle, la perception du corps, il y a plein de choses qui se passent dans cet espace-là. Voilà. Alors maintenant, ça a évolué. Pourquoi ça a évolué ? Quelle limite verriez-vous à cette intelligence collective originelle ? Il y a quoi qu'elle ne sait pas faire ? À quel moment elle se heurte à une impossibilité ? Face à de l'anti-jeu. Pardon ? Face à de l'anti-jeu. Alors là, je répète pour qu'on entende, face à de l'anti-jeu, on dira, là, ça touche plus à une pathologie possible d'un groupe. Il peut toujours y avoir un tyran, quelqu'un qui fait peur à tout le monde, un mal alpha, enfin ce qu'on veut, qui va mettre le groupe dans une situation de pathos. Hein. Mais vous avez en fait deux limites, vous avez le nombre et la distance. Je veux dire, vous prenez ce groupe de joueurs de jazz ou bien une meute de loups, peu importe, vous les éclatez, vous les éparpillez, ça y est, ça ne marche plus. D'accord ? Et si vous en mettez trop, mettez maintenant 50 joueurs de ballon sur un terrain, et vous allez imaginer quel type de sport collectif qu'on peut faire. Avec ça, vous n'en trouverez pas beaucoup. Parce qu'on atteint une sorte d'explosion de complexité, et cognitivement, on ne sait plus comment faire dès que le nombre devient trop important. Alors l'humanité, puisqu'on fait un voyage un petit peu cosmique là, dans l'histoire, elle a connu à ce moment-là, il y a des milliers d'années, une première grande crise systémique, très étalée dans le temps, hein, on parle de milliers d'années, mais imaginez, lorsque l'agriculture a commencé à se développer, donc la sédentarisation, les territoires commencent à devenir assez complexes, des villes commencent à émerger, la spécialisation du travail commence à émerger, vous avez une explosion de complexité, une crise systémique. On ne peut plus faire en intelligence collective originelle. Ça ne marche pas. Les grandes constructions qu'il faut faire, qui demandent déjà beaucoup de gens, hein, une énorme main-d'œuvre, et puis toute la gestion de la cité ou de la société, on ne peut pas la faire en intelligence collective originelle. Et l'humain a trouvé une stratégie unique, parce qu'on ne la voit pas ailleurs dans la nature, qui est la forme suivante d'intelligence collective, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, la troisième. Hein, donc je répète, en essaim, originel et pyramidal. Pyramidal qui naît avec l'invention de l'écriture. On sort de la tradition orale, hein, où il faut se trouver dans le même espace-temps et en petit nombre. L'écriture, tout d'un coup, permet d'étendre énormément les collectifs, puisque ce que j'écris ici peut circuler et aller très loin dans l'espace et dans le temps également. Des contrats, des constitutions, hein, de la loi, toutes sortes de choses qui arrivent avec l'invention d'écriture. Et là, on voit partout dans le monde, j'entends dans des espaces-temps différents, mais des grandes sociétés, des grandes civilisations qui se mettent à éclore, hein, de la Chine à la Mésopotamie, égyptienne, Maya, etc. Et on voit partout ces points communs, des pouvoirs extrêmement centralisés, des castes aussi, hein. Souvent un dieu vivant, hein, à la tête,
et puis toute une chaîne de commandement avec tout en bas des esclaves, ou en tout cas toute une masse humaine taillable et corvéable à merci, mais en tout cas on va retrouver, et là je ne vais pas en donner une image négative, mais on va trouver une extraordinaire percée dans l'intelligence collective pyramidale puisqu'elle devient capable de mettre en mouvement des milliers, voire des millions de personnes, pour le meilleur et pour le pire. Les grandes guerres, on connaît, mais pour le meilleur, on sait aussi envoyer des satellites dans l'espace, faire des belles cités, développer la culture, etc. etc. D'accord ? Cette intelligence collective pyramidale, elle a commencé donc avec l'écriture il y a à peu près 5000 ans, et nous vivons encore aujourd'hui dedans. Elle a différentes caractéristiques, je vais les énoncer assez rapidement. Donc déjà, effectivement, pouvoir décisionnel centralisé, qu'il s'agisse d'un tyran qui a pris le pouvoir, ou d'un dieu vivant, ou d'une élection, peu importe. Je ne parle pas du processus qui amène, qui dessine ce type de structure, mais simplement, de fait, il y a un pouvoir centralisé. Vous allez aussi toujours trouver ce qu'on appelle des monnaies venues avec l'écriture, des monnaies qui représentent donc des richesses, mais des monnaies qu'on appelle rares. Des monnaies rares, donc ce qu'on appelle l'argent, qu'il s'agisse d'euros, de dollars, peu importe, sous forme de billets ou sous forme digitale, peu importe, font partie de ce qu'on appelle techniquement des monnaies rares. Pourquoi rares ? Parce qu'elles se concentrent dans les mains de quelques-uns, naturellement, par ce qu'on appelle l'effet Pareto. Et si elles se concentrent dans les mains de quelques-uns, vous avez évidemment, de manière corrélée à ça, une concentration du pouvoir. Partout dans les sociétés à intelligence collective pyramidale, vous pouvez les regarder partout le long de l'histoire, vous verrez la courbe de concentration des richesses monétaires corrélée avec la courbe de concentration des pouvoirs. Ce qu'on appelle techniquement, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, les plutocraties. Ça veut dire la corrélation entre l'argent et le pouvoir, ou les richesses et le pouvoir. Ça fait partie des caractéristiques de l'intelligence collective pyramidale. L'intelligence collective pyramidale, je disais, dans ses qualités, elle a réussi à rassembler des tas de gens pour faire des choses très complexes et très grandes ensemble. Elle a aussi inventé une chose extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on n'y pense plus, on baigne dedans, le temps linéaire. Quand vous allez voir les peuples premiers, ils ne connaissent pas le temps linéaire. Ils voient les cycles des saisons, les astres, la vie, la mort, les naissances, etc. Toute la perception sensorielle se fonde sur du temps cyclique. Le temps linéaire relève d'une construction complètement culturelle, comme la lecture et l'écriture. Et ce temps linéaire nous permet d'accorder nos montres et de nous dire, ben voilà, dans 6 mois on a fait telle chose, dans 5 ans on a fait telle chose, et donc de rendre le monde par nature chaotique et imprévisible, et bien de le rendre suffisamment prévisible pour séquencer et coordonner nos actions, et donc réaliser évidemment des choses complexes. Voilà une des grandes inventions de l'intelligence collective pyramidale. Et puis comme toute chose, ben, ça a un coût aussi. Et le coût, aujourd'hui, on le rencontre. La société humaine, aujourd'hui, rencontre une complexité systémique du même ordre, la même magnitude que ce qu'on a connu il y a quelques milliers d'années avec l'intelligence collective originelle. L'intelligence collective pyramidale, il y en a tellement partout que ça y est, ça devient trop complexe. Et l'intelligence collective pyramidale, notamment, il y a des trucs où vraiment elle s'en sort pas bien, notamment quand il y a de la complexité. Si vous confiez tout en haut, et qu'il s'agisse d'une organisation ancienne ou d'aujourd'hui, si les mécanismes de décision principaux se voient confiés à un petit groupe de personnes, aussi bienveillants que puissent vivre ces personnes, aussi bienveillantes qu'elles puissent se manifester, eh bien, vous avez de toute façon une incapacité de ces personnes à gérer un niveau de complexité tellement énorme qu'elles ne peuvent pas embrasser ça. Et de toute façon, elles n'arrivent pas à embrasser toutes les informations qu'il faut gérer. Autrement dit, une organisation aujourd'hui, dans un monde aussi complexe qu'aujourd'hui, chaque personne devrait, dans l'idéal, pouvoir devenir une boucle de rétroaction. Autrement dit, pouvoir participer au mécanisme du vivant social. Et on se trouve là, face à ce nœud de complexité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Eh bien, la même chose. On a donc ce monde-là aujourd'hui qui passe à ce monde-là, à cette nouvelle forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. Holomidale, encore une fois le mot holos, holistique, le tout, et holomidale, donc une structure dans laquelle on a
le tout contenu dans la partie et la partie contenue dans le tout. Là, vous avez une photo assez ancienne, une dizaine d'années déjà, mais qui représente Internet. Et vous verrez un lien très fort de structure entre un rhizome, ce que vous avez sous vos pieds dans la forêt, les racines qui se mélangent, la structure du cerveau, Internet. En fait, on a une structure qui s'auto-organise, donc pas du tout téléguidée par le haut, qui émerge et qui s'auto-organise et qui se réadapte toute seule. Voilà donc Internet qui arrive, et avec évidemment des changements extraordinaires. Donc d'un côté, on a encore une société classique, pyramidale, en particulier les entreprises, les États, les administrations, les armées, les religions, tout ce qui relève de grands groupes, reste pyramidal, et à côté de ça, on observe principalement dans la société civile des collectifs qui émergent mais qui n'ont pas de forme. Ils n'ont pas forcément un nom même. Ils n'ont pas un pignon sur rue, une raison sociale, parfois oui, parfois non. Mais en tout cas, on voit des structures de plus en plus complexes, et on va parler un petit peu maintenant de ça, versus ça. Alors à gauche, je devrais commencer par la gauche, on ne le voit pas bien, désolé, on a beaucoup de lumière, mais si vous voyez le grain un petit peu ici, vous voyez donc des petits fils bleus là, il s'agit d'une entreprise à organisation pyramidale, et vous verrez qu'il y a des tas de zones qui ne communiquent pas. Donc typiquement, on fait ce qu'on appelle de l'analyse des réseaux sociaux, en anglais SNA, Social Network Analysis, et on voit très nettement ressortir les silos, les fameux silos, des zones qui ne communiquent pas entre elles, ou des zones de densité aussi, où ça communique beaucoup dans des petits groupes, et puis ça ne communique pas forcément avec le reste. Et à droite, vous avez, là aussi on ne le voit pas bien, désolé, je n'ai pas assez de grains, mais vous avez un maillage extrêmement complexe de personnes, de milliers de personnes, vous avez une structure intelligence collective holomidale. Alors on a une grande difficulté à représenter ça, mais ça y est, on a des outils qui nous permettent de plus en plus de montrer la complexité sociale. Et là, on a vraiment devant les yeux une vraie révélation, quand on voit vraiment, visuellement, la différence entre l'intelligence collective pyramidale et cette nouvelle forme d'intelligence collective holomidale qui arrive. Alors, cette intelligence collective holomidale, elle a quoi comme particularité ? Première chose déjà, comme en son temps pour l'intelligence collective pyramidale, qui avait besoin de l'écriture, sans écriture elle ne pouvait pas exister, eh bien l'intelligence collective holomidale a besoin d'Internet. Déjà, je veux dire, elle a besoin de ce maillage physique, cette infrastructure physique, doublée de ce qu'on appelle les socialware ou communityware, donc des logiciels qui permettent à des collectifs de s'auto-organiser, de gérer leurs paroles, leurs décisions, de constituer une mémoire collective, de gérer les projets, de gérer les conflits, de faire de la prospective, de permettre aux personnes de se représenter aussi, d'exister en ligne. Le soi digital, là aussi, voilà une vaste question. Comment j'existe dans l'espace physique, dans l'intelligence collective originelle et pyramidale, mais aussi maintenant, comment j'existe dans l'intelligence collective holomidale. Je vais avoir une vie, et nous allons tous avoir une vie dans ce monde-là aussi, dans cette nouvelle réalité, dans ce nouvel espace. Alors, je disais distribuer en réseau, et puis elle se met à inventer justement des tas de médias sociaux. Voilà, vous avez un petit panel de tonnes de choses qui existent, certains vous les connaissez, certains vous les connaissez peut-être moins, mais qui montrent voilà, ces socialware, ces communityware, qui font que les personnes s'auto-organisent, certains espaces pour de la parole, d'autres pour de l'action, d'autres pour du partage de connaissances, et ainsi de suite. Vous avez aussi une extraordinaire créativité. Question, ça représente quoi ça? Une idée? Dans quel espace ça se passe ça? Pardon? Non, pas loin. Ah, Minecraft, voilà, Minecraft. Bon, mon garçon de 13 ans, il joue depuis des années. Voilà, des espaces, en gros du Lego en ligne, mais du Lego collaboratif. Donc ils font des cités entières, des châteaux, des mondes incroyables. Et là, on a des gamins qui déjà, à partir de 8 ans, 7-8 ans, parfois plus jeunes, parfois évidemment aussi plus âgés, mais donc des gens qui apprennent à prendre des décisions ensemble, en ligne, à construire quelque chose en ligne. Alors on se dit, ouais, du jeu, rien de concret, etc. Et pourtant, on a vraiment quelque chose qui préfigure ce que vont représenter des nouveaux modes de gouvernance et de prise de décision à travers ce qu'on appelle la gamification ou la ludification.
Autrement dit, utiliser l'espace de jeu, l'espace collaboratif, pour finalement gérer ou administrer la réalité. Si cet espace se met à représenter des choses du monde physique, notamment l'arrivée de l'Internet des objets, eh bien on va pouvoir aussi, on imagine déjà que des nouvelles formes de gouvernance vont se mettre en place. Et vous avez bien entendu déjà des organisations qui fonctionnent comme ça, à commencer en grande partie par ceux qui nous hébergent ici, et on pourra les entendre ce soir, WeShare, je veux dire des gens qui fonctionnent de manière très rhizomatique, très distribuée, où finalement les mécanismes de décision et de séquencement d'action se font de manière tout à fait différente que dans le pyramidal. Alors, cette intelligence collective holomidale, on se dit oui, d'accord, mais il s'agit d'Internet et plutôt du numérique, etc. Eh bien non. Je veux dire, ça a commencé effectivement par du logiciel, de l'open source et du en ligne, etc. Mais vous allez voir de plus en plus, ça se met à pénétrer la réalité matérielle et notamment la production. Combien d'années j'ai entendu les gens me dire ouais, ok, bon, très bien, pour du logiciel, des jeux, tout ça, il y a Internet, mais enfin, la production dure et solide, ça, le bon pyramidal, lui, il a encore de belles années devant lui. Eh bien, il semble qu'on peut se poser la question, parce que là, vous avez des photos de ce qu'on appelle Open Source Ecology, des gens qui, par exemple, ont exploré la question suivante, toute simple. Aujourd'hui, une cité, une ville, un territoire, un village, ils ont besoin finalement d'environ une cinquantaine d'objets nécessaires au fonctionnement. Qu'il s'agisse de quoi creuser des puits, pelleter, se déplacer, récolter de l'énergie, faire chauffer, etc. Ils ont identifié tout ça et ont décidé de fabriquer chacune de ces machines en open source. Donc finalement avec des objets qu'on peut aller acheter dans le coin, là, au supermarché du coin ou au magasin de bricolage du coin. Et avec des kits qui déjà circulent librement sur Internet et qui font que pour 10 fois moins d'argent, on peut se construire ce genre de choses. Et vous avez de plus en plus de gens déjà qui fabriquent comme ça ce type de machine. Alors ça ne s'arrête pas là, ça commence à peine, mais vous prenez n'importe quel domaine aujourd'hui de la société, je veux dire, prenez les questions... Je parle comme ça. Le maillage est fort. Ah ouais. Ça me fait peur. Vous avez une extraordinaire prolifération de choses qui arrivent. Vous prenez n'importe quelle question de société, la santé, l'alimentation, les transports, l'énergie, l'écologie, l'éducation. Tous ces domaines-là, vous avez une créativité absolument extraordinaire, une recherche et développement et une implémentation extraordinaire qui se fait déjà au moyen, je veux dire, via et par Internet. Et ça, alors là, je pourrais passer la soirée à partager des exemples. Vous verriez quoi de commun entre ces trois objets, par exemple? T'entends? Voilà, qui a dit ça? Ouais, voilà, imprimante 3D. Voilà, trois objets faits par une imprimante 3D. Et là, ça ne fait que commencer. Aux États-Unis, ça explose. Le prix des imprimantes 3D, évidemment, comme à leur époque, les imprimantes 2D, se met à chuter de manière vertigineuse. Ça devient accessible au grand public. Et pas simplement pour faire des petits gadgets en plastique. Mais maintenant, on peut commencer à faire des objets avec différents métaux, différents matériaux. Et donc, ça montre aussi que se préfigure quasiment un éclatement de la distribution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore besoin de grandes unités de production pour fabriquer des bouteilles, des pneus ou des choses comme ça. Néanmoins, un changement absolument énorme se prépare actuellement, et ça devant nos yeux. Vous pouvez aller voir par exemple un site comme Thingiverse, donc l'univers des choses, et vous verrez des dizaines de milliers de productions d'objets. Autre chose aussi qui caractérise cette intelligence collective holomidale, je vous disais tout à l'heure, l'intelligence collective pyramidale, elle a besoin de monnaie rare. Et elle a fonctionné pour passer de l'économie du troc, où finalement ça marche en intelligence collective originelle, chacun voit tout ce qu'il a, l'économie du don, tout ça on peut s'aider, s'entraider. Oui, mais l'économie à grande échelle, on a su la faire qu'à travers l'économie de marché. Autrement dit, je vous donne quelque chose à condition que vous ayez quelque chose de réciproque à me donner, évidemment la plupart du temps sous forme d'argent. Donc l'économie de marché, où on achète et on vend et on négocie, fait partie inhérente de l'intelligence collective pyramidale. Très bien.
Ça a bien fonctionné, sauf que maintenant, on a un besoin énorme de mutualiser les connaissances et de ne pas les rendre rares pour qu'au contraire, elles puissent se diffuser. On a besoin de gérer nos ressources. On sait que ce qu'on fait ici a un impact de l'autre côté de la planète. Donc l'économie de compétition et même l'économie de marché à proprement parler ne fonctionne plus. Eh bien, vous allez voir, si vous creusez la question, vous allez voir aussi une extraordinaire profusion sur Internet qui va nous amener vers des technologies dites post-argent, vers la société post-argent. En gros, se préparent des outils beaucoup plus efficaces pour construire la richesse ensemble sans qu'on ait nécessairement besoin de se livrer des compétitions féroces, de propriétariser les choses et d'ignorer toutes les richesses qui n'ont pas un ordre matériel. Donc les richesses comme la qualité de l'air, l'environnement, l'eau, la joie, etc., le bien-être, ces choses-là qui n'existent pas dans notre conscience collective, que l'on ne manifeste que par la tradition orale encore. Seule la technologie ne gère que les richesses matérielles aujourd'hui et encore dans une compétition de rareté. Eh bien, vous allez voir arriver des technologies qui vont permettre d'exprimer différentes formes de richesse. Et là, je vous donne des exemples très simples. Je n'ai même pas besoin de mettre beaucoup de mots. Imaginez un collectif, imaginez dans votre entreprise que simplement par consensus, vous vous disiez, ben voilà, en haut, là, les fleurs, ça va représenter les remerciements qu'on va se donner les uns aux autres. Parce que à chaque fois qu'on a fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, eh bien, on va dire merci. Mais non seulement on va le dire en tradition orale, mais on va prendre l'habitude sur notre petit iPhone ou sur un ordinateur, peu importe, de l'écrire. D'accord ? On pousse un petit bouton. Très bien. Deuxième ligne, par exemple, ça peut représenter la compétence reconnue en pair à pair des uns vis-à-vis des autres. À force de faire des projets ensemble, il y a un historique qui se construit en pair à pair. Et donc, je peux dans l'entreprise, et chacun peut dans l'entreprise construire une réputation d'expérience, d'expertise sur quelque chose. Troisième ligne, par exemple, on peut aussi décider dans notre entreprise de faire attention à l'environnement. Et donc, par un mix de comment je me déplace, où je vais, je recycle ou pas, etc. Bref, arriver là aussi à avoir une ligne comme ça que je peux visualiser. Pour moi, mais aussi chacun. Et puis si chacun le fait, eh bien, on peut avoir une moyenne. Et si on a une moyenne, on peut aussi voir les différences d'un mois à l'autre et ainsi de suite. Et puis dernière ligne, ça pourrait très bien constituer le temps que l'on se donne les uns les autres. J'ai donné à madame 4 heures de cours d'anglais parce qu'elle va aller faire une mission aux États-Unis, ou 40 heures, peu importe. Je crédite mon compte de 40 heures que je vais pouvoir utiliser avec madame là-bas parce qu'elle va m'aider pour mon projet de développement commercial en Allemagne, par exemple. Donc là, on voit que, ça y est, on peut faire circuler des richesses simplement en se basant sur une monnaie de temps. Et je reste encore dans une économie de marché classique. Mais pour vous dire simplement avec cet exemple-là, tout simple, là, 4 lignes, que vous avez déjà, de manière très simple, une technologie post-argent. Une entreprise, une organisation déjà en interne peut fonctionner comme ça. Une société entière pourrait fonctionner comme ça. Alors, je vous le fais très simple là, mais pour vous dire qu'il y a actuellement une émulation extraordinaire qui se fait et qui va faire que dans les années qui vont venir, des outils, des technologies beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces que l'argent vont arriver. Et une chose que je conseille en général, évidemment, à tous les grands patrons d'entreprise, ok, vous faites vos business plans sur 3 ans, 5 ans, les amis, commencez à intégrer ce qui va arriver avec d'autres choses que l'argent, parce que sinon, vous n'allez pas aller bien loin comme ça. Voilà, et puis pour finir sur cette petite vue d'ensemble, sur l'intelligence collective holomidale, eh bien, on commence à avoir aussi une sociologie assez sympa, assez poussée de ce qui se passe dans ces organisations. Alors, si on parle du pyramidal, on va parler définition de poste, chacun a un poste, d'ailleurs interchangeable, je veux dire, on occupe un poste, dans des structures plutôt hiérarchiques. Là, on voit se manifester un écosystème beaucoup plus complexe souvent, bien sûr, et avec des fonctions qui émergent plutôt. Vous allez trouver dans ces organisations holomidales, par exemple, des gens qui font très bien la propagation d'idées
Hein, il y a une idée nouvelle qui arrive, boum, ils connectent, ils en parlent, ils font des synthèses dessus. Mais vous trouverez aussi des gens qui vont, par exemple, faciliter, des facilitateurs, qui vont faciliter la connexion entre les gens, qui vont faciliter sur des meetings liés à des conflits, ou bien pour rechercher des idées, etc. Vous allez trouver des gens qui vont connecter, donc des gens qui connaissent un peu tout le monde, qui savent qui mettre en rapport et savoir ce qui va se passer. Vous allez trouver des gens qui vont archiver les connaissances, capitaliser, etc. Vous allez trouver donc différentes fonctions, en fait des organes du vivant social, et donc dans des corps collectifs qui deviennent beaucoup plus sophistiqués, hein, que l'intelligence collective pyramidale classique. Voilà, donc on commence à avoir finalement pas mal de données dessus, et là aussi on pourra en discuter. Je balance un petit peu tout ça là, comme ça pour mettre sur la table, mais on pourra en discuter un petit peu après. Alors, cette intelligence collective holomidale, je vous en ai parlé, on va dire, de manière assez extérieure. Voilà ce qu'on peut voir. Hein. Il va y avoir des changements économiques, il y a des changements de structure, la notion de travail au sens classique ou de poste, vous pouvez laisser tomber, ça ne va plus exister comme avant. Vous avez la création aussi de l'être en ligne, hein. Comment j'existe en ligne, enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent. Vous avez bien sûr la structure distribuée. Donc je vous ai parlé de plein de choses, on va dire, externes. On oublie, et ça je le vois partout quand j'entends un petit peu parler d'intelligence collective, on oublie l'autre partie, la partie intérieure. Parce que l'intelligence collective, elle touche au « je » dans le « nous ». Donc comment, en tant que personne, j'existe dans le collectif, et comment, en tant que personne, nous allons ensemble constituer des collectifs. Mais l'intelligence collective touche aussi au « nous » dans le « je ». Par exemple, là, je vous parle français. Je vous parle une langue, et oui, mais j'utilise un objet collectif. Et dans cet objet collectif, comme cette langue, le français, ou comme le chinois, ou comme n'importe quelle autre langue, eh bien dans cette langue, il y a des constructions particulières qui véhiculent une certaine vision du monde dans les structures sémantiques dont nous n'avons pas conscience. Ça cartographie la réalité, finalement une petite portion de l'immense réalité pour laquelle nous n'avons pas de mots, même pas d'idée de ce qui peut exister, une langue. Et ça cartographie cette réalité, mais d'une façon, avec un parti pris fondé sur une sédimentation d'expériences accumulées au cours des âges. Donc pas de problème avec ça, sauf que si nous voulons évoluer, si nous voulons penser la société de demain, et pas simplement la penser, mais la construire, eh bien, on peut se dire que la langue elle-même, le langage, lui aussi, va énormément évoluer. Et ça fait partie des architectures dites invisibles. Pourquoi invisibles? Parce qu'on ne les voit pas. Les codes sociaux que nous avons aujourd'hui, la façon dont on gère, on va se trouver à table ou on va partager un repas tout à l'heure, très bien. Eh bien, on va engager des codes sociaux particuliers. La façon dont on se dit bonjour, au revoir, comment on va au travail les uns les autres, etc. Il n'y a pas un code social qui régisse notre vie qui existe là par hasard. Chaque code social a une fonction qui permet de perpétuer un ordre social donné. Architectures invisibles, l'alimentation aussi. Ce qui arrive dans nos assiettes et la façon dont ça arrive dans nos assiettes n'a rien de neutre. Ce que nous mangeons, la façon dont nous le mangeons, a des composantes culturelles et sociétales extrêmement fortes qui vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc si vous vous questionnez sur l'intelligence collective et sur l'évolution, qu'il s'agisse de votre évolution personnelle, d'humain qui avance dans le futur, dans cette société en pleine transformation, mais aussi de personnes vivant dans un collectif, dans une entreprise, dans une société, vous ne pouvez pas faire l'économie d'aller chercher ces questions-là des architectures invisibles. Prenez l'argent, ça fait partie des architectures invisibles. Vous mettez une monnaie rare, et bien ça veut dire que si cette monnaie fonctionne de manière rare, ça va induire en nous des mécanismes de rareté. Et il faut que je gagne l'argent, donc que j'entre en compétition avec d'autres pour ça. Et je vais définir ma vie et mes priorités, mes actions en fonction de cet argent à gagner. Et voyez comment déjà, ça va commencer à orienter mes choix, mes actions, ma façon de penser à tel point que je n'y pense plus après. Je ne fais plus attention à ça après. Voilà le rôle des architectures invisibles, ça veut dire que ça prédétermine nos actions,
nos façons de penser, exactement comme un poisson dans son aquarium. On évolue en tant que petit poisson dans un aquarium sans avoir conscience de cet aquarium. Les architectures invisibles font ça. Alors j'insiste dessus et je vais insister sur l'une d'entre elles, parce que vous qui communiquez, elle vous concerne. L'ontologie. L'ontologie, à savoir la façon dont nous utilisons le langage pour construire la réalité. Le langage fait le monde, le verbe fait le monde. D'ailleurs, toutes les traditions spirituelles le disent au début, venait le verbe. Le verbe, parce que tant que je n'ai pas de mots pour le dire, ça n'existe pas, je ne le vois pas. Il peut se présenter des phénomènes face à moi si je n'ai pas de mots pour le dire, pour exprimer mon expérience de ce phénomène n'existe pas, ni en moi, ni socialement. Donc, l'importance du langage. Alors, je vais vous donner un exemple lié à ma pratique personnelle, parce que, évidemment, en tant que chercheur, j'explore ces architectures invisibles. J'ai fait des choix dans l'alimentation, il y a des codes sociaux que j'applique qui n'ont plus grand-chose à voir avec les codes sociaux d'aujourd'hui, avec les relations avec les autres, etc. Il y a plein de choses que j'ai changées, et notamment dans l'argent, et notamment aussi dans le langage. Et je vais vous parler du langage à titre d'exemple. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais sauf erreur, ce soir, je n'ai pas utilisé le verbe être. Je vous parle dans un dérivé du français qui s'appelle le F', comme une fonction, un dérivé, le F', et je n'ai pas utilisé le verbe être. Je pense que j'ai fait une ou deux erreurs encore. Ça fait 1 an et quelques que j'ai commencé, presque 1 an et demi. Alors on ne désactive pas, évidemment, en quelques mois, voire je pense quelques années, des structures sémantiques acquises depuis la toute petite enfance, comme ça, et qui constituent les fondements même de la langue. Alors pourquoi, dans cette recherche, j'ai décidé de ne plus utiliser le verbe être? Certainement pas pour me faire du mal, pour m'imposer un challenge difficile, mais je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre. Si je dis « Oh là là, j'ai vu Thierry hier, il est timide. Thierry est timide. » Bon, je ne vous laisse pas le choix déjà, Thierry est timide. Je vous impose une vision, une expérience, la mienne, Thierry, est timide. Okay. D'autre part, vis-à-vis de moi-même aussi, je ne réalise pas au moment où je le dis que ça vient d'une construction de mon expérience. Mais là, au moment où je l'énonce, il est timide, comme s'il avait la timidité en lui, à l'extérieur, et que je n'ai rien à voir en tant que producteur de cette expérience. Autrement dit, le langage ordinaire ne m'aide pas à me voir moi-même en tant que producteur de mes expériences. Je les projette dans le monde et je ne me rends pas compte de ce mécanisme de projection parce que le langage ordinaire ne m'offre pas cette perspective-là. Donc quand je vous dis, je peux vous dire, ah là là, en politique, la droite c'est des cons ou la gauche c'est des idiots, ou peu importe. Et on va vite se chipoter là-dessus parce qu'on s'impose des projections sans laisser la place à l'autre d'avoir une autre expérience. Maintenant, si je dis « J'ai vu Thierry hier, je l'ai trouvé timide ». Ah, déjà, je donne une circonstance, un lieu, etc., un temps. Je l'ai trouvé timide. Ça peut changer, peut-être que demain, je ne le trouverai plus timide. Peut-être que vous le rencontrerez et que vous aurez une toute autre expérience. Voilà, donc, à partir du moment, finalement, où je retire le verbe « être », eh bien, je deviens acteur conscient de mes perceptions et je vous laisse la place d'avoir les vôtres. Pas mal en communication, ça, non? Vous ne trouvez pas? Je veux dire, ça change, je peux vous dire d'expérience, ça fait maintenant 1 an et demi que je fais ça, l'impact que ça a eu dans mes relations avec mes pairs, du fait de ne jamais, ou plus jamais, pousser une vision sur les autres. Et je pourrais continuer comme ça, là aussi, toute la soirée, même faire un séminaire entier sur comment on peut faire évoluer le langage. Il y a des tas d'autres choses qu'on fait dans le langage, mais je vous prenais cet exemple-là, simplement pour partager à quel point l'évolution vers des nouvelles formes sociales passe aussi par le questionnement du nous dans le je. Questionnement des codes sociaux, de l'alimentation, du langage, des technologies,
transversales qu'on utilise, comme l'argent, la sexualité, la relation du masculin et du féminin, la relation au temps aussi, construction complètement culturelle. Voilà un petit peu des aspects liés à l'intériorité, aux aspects invisibles de cette évolution qui a lieu. Parce que je vous en parle là à titre d'exemple pour mes recherches, mais je peux vous dire aussi que si vous vous intéressez au sujet, vous allez voir un foisonnement extraordinaire de transformations de gens qui vont changer la culture, vont changer la façon de parler, la façon de manger, la façon de. Voilà. Il y a une profusion extraordinaire dans le monde actuellement. Et malheureusement, pas beaucoup dans l'entreprise. L'entreprise reste encore une sorte d'espace très fermé sur lui-même et qui souvent, puisque ça occupe beaucoup les gens à l'intérieur, n'a pas une grande capacité de voir ce qui se passe dans le monde et qui pourtant s'avère assez gigantesque. Ça va jusque-là? Bien, il y a intérêt. Alors, je voudrais finir sur, on va dire, 3 points. Et puis après, on va vraiment commencer à échanger, ce qui pour moi s'avère le plus important. Vous qui faites de la communication, je vous invite vraiment, mais formez-vous à l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. Je veux dire, quand vous aurez acquis une formation là-dessus, et je dis pas ça, je ne viens pas vous vendre des formations après, j'en fais pas de toute façon, rassurez-vous, mais formez-vous, lisez, observez, parce que déjà, le simple fait de voir différentes formes d'intelligence collective à l'œuvre, ça vous donne une grille de lecture extraordinaire. Ça vous aide à comprendre que tel collectif constitué de telle façon, il y a des choses que vous ne pourrez jamais lui demander, parce qu'il ne peut pas le faire par design. Je vous prends un exemple. Vous avez un chien. Ce chien, vous le laissez à la maison, vous partez en vacances. Vous lui dites, Médor, s'il te plaît, tu réponds au téléphone, tu prends mes mails, tu fais le ménage, voici les clés de la voiture, et surtout tu nettoies bien la maison, que je la retrouve impeccable en rentrant. Je pars une semaine, je reviens. Que vais-je trouver? Bon, mais oui, j'ai demandé à un assemblage, à une société de cellules qu'on appelle un chien, de faire des choses que par structure, par design, il ne peut pas faire. Ce brave toutou, il sait faire des choses extraordinaires, il renifle bien mieux que moi, ça, il n'y a aucun doute. Mais je ne peux pas lui demander de lire ou écrire, je ne peux pas lui demander certaines choses, parce que par structure, il ne peut pas le faire en tant que collectif de structure. En tant que nous, humains, que collectif de structure agencés différemment, il y a des choses que nous pouvons faire et que nous ne pouvons pas faire. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre la structure et la capacité. Mais ça fonctionne exactement de la même façon pour les collectifs. Donc, une organisation à intelligence collective originelle, on ne lui demandera jamais de construire des pyramides ou d'envoyer un satellite dans l'espace, ça se passera très mal, on le sait. Et oui, mais on demande aussi, par contre, à l'intelligence collective pyramidale aujourd'hui de faire des choses qu'elle ne peut pas faire par design. Les questions de changement climatique, d'emploi, enfin toutes les questions sociétales, écologiques, bref, tout ce qui relève d'une systémique très complexe. L'intelligence collective pyramidale, on perd un temps fou à lui demander de faire des choses qu'elle ne peut même pas comprendre en tant que collectif. Mais à côté de ça, vous avez cette intelligence collective holomidale qui apparaît et qui là devient créatrice de capacités pour, oui, gérer les questions complexes, de mutualiser les connaissances, du climat, de tout ce monde chaotique qui émerge devant nous, donc extrêmement complexe. Et là, on a un vivant social qui apparaît et qui se met à avoir ses capacités. À peine, hein, ça balbutie pour l'instant, mais ça va très vite. Donc vous voyez, la connaissance fine de l'intelligence collective nous permet d'avoir des jugements certainement plus appropriés, de ne pas perdre de temps à demander des choses, et notamment à des entreprises pyramidales classiques, leur demander des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Et on pourra les faire si on fait du design social avant. Première chose. Deuxième chose qui me tient à cœur et à partager avec vous, et oui, les richesses. La communication et les richesses ont un point commun très important.
Je le disais tout à l'heure, hein, l'argent représente un langage écrit pour représenter certaines formes de richesse, à savoir des richesses matérielles et limitées. Hein, du temps homme, des pommes de terre, du pétrole, de l'eau, de l'alimentation, etc., du dentifrice, enfin ce que vous voulez. Okay, voilà, l'argent apporte un langage collectif pour ça, un langage écrit. L'argent ne représente pas un langage écrit qui permet de voir des richesses comme la qualité de l'environnement ou de l'air, la qualité d'un espace, la joie, la confiance, le bien-être, la réalisation de soi ou du collectif. Ça, on en parle, mais on le fait en tradition orale. On va se dire « Ah, j'ai trouvé ça bien » ou « J'ai pas aimé ça », etc. On en parle comme ça, d'accord ? Donc, question, lorsque on communique, sans forcément aller dans le développement des technologies dont je vous ai parlé, mais comment aider un collectif à prendre conscience de ses richesses. Donc, comment développer un langage à l'intérieur de l'entreprise qui va permettre au collectif de voir ses richesses, de voir les richesses qu'il a et de voir les richesses éventuellement qu'il n'a pas, et prendre conscience de ça. Et une fois qu'on a nommé ces richesses-là, évidemment, de se questionner comment on peut optimiser leur circulation, s'il s'agit de richesses circulantes, hein, des biens, des objets, etc., ou leur naissance. Comment créer un environnement de travail agréable, comment augmenter la confiance, etc. D'accord ? Alors, la deuxième chose sur les richesses. Et puis, eh oui, troisième chose, la communication. J'insiste dessus parce que dans l'intelligence collective pyramidale, la communication, on la voit pyramidale. Autrement dit, le modèle du mass média. J'émets un message, en tant qu'émetteur de message, j'émets un message et je communique à travers, par voie de presse, par la radio, par la télévision, par des communiqués, hein, par des circulaires internes, par des annonces, par des conférences, etc. On communique. Donc il y a ce modèle par défaut du 1 vers tous, le modèle industriel. Dans l'intelligence collective holomidale, le mot communiquer reprend son sens originel de communion, ça veut dire faire ensemble. Hein. Si vous vous mettez à utiliser les médias sociaux, et ça devient une composante extrêmement importante de l'entreprise aujourd'hui, en interne et en externe, l'erreur que je vois se produire absolument partout, et alors vraiment partout, consiste à utiliser les médias sociaux, les Twitter, les Facebook, etc., pour communiquer au sens mass média. Je vais faire passer un message. Je veux dire que mon entreprise, etc., fait telle ou telle chose. Je vais faire comprendre à mes employés ou au personnel de l'entreprise que la communication dans le monde holomidal, elle va dans les deux sens. Ça veut dire qu'on offre de la valeur pour créer de la valeur, pour créer de la valeur, pour créer de la valeur. Il s'agit d'une conversation. Donc on passe beaucoup plus à une communication de type conversation dans les médias sociaux de l'intelligence collective holomidale que simplement la communication au sens classique. Et ça, pour moi, ça représente une bonne nouvelle parce que l'entreprise aujourd'hui, et ça je le vois partout dans le monde, les petites, les moyennes, les grandes, et peut-être plus les grandes encore que les autres, hein, à quel point leurs outils de communication, leur culture de communication s'avère poussiéreuse. Et à quel point il y a énormément de choses formidables à faire là-dessus pour que justement cette évolution puisse se faire vers de l'holomidal, vers la connexion de point à point, de personne à personne, où ça se joue au niveau de conversation, et donc en particulier avec les community-ware, les social-ware et les médias sociaux. Voilà. Donc il y a énormément de choses à imaginer, énormément de choses à creuser. Je pense aujourd'hui que finalement, pour conclure, hein, les gens qui font de la communication dans les entreprises, on devrait les appeler les holopticiens et les holopticiennes, hein, à savoir justement ceux qui ont cette capacité de voir le tout, ils savent voir le tout, ils savent percevoir, ils ont une finesse, une sensibilité quasi sensorielle, quasi corporelle, et ils savent justement organiser ce flux au niveau des richesses, au niveau de l'évolution de l'organisation, et au niveau de la capacité à voir le tout. Voilà, donc je vous remercie. Je vais arrêter là pour cette première partie, et puis surtout on va échanger. Et j'aimerais bien savoir ce que le zigoto ici a dessiné. Je l'ai prévenu, il peut dessiner ce qu'il veut, à condition qu'il ne se moque pas de moi.
Ce qui ne fait jamais, ça fait des années qu'on fait des choses ensemble, et jamais il n'a eu l'occasion de se moquer de moi, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une sélection alors. Il faut que tu fasses une sélection, d'accord. Mais alors on va commencer déjà, voilà, si vous avez des feedbacks, des questions... Oui. C'est une sélection des dessins où je me moque pas de toi. Ah, je te remercie. Il ne doit pas y en avoir beaucoup alors. Non. Bon, ça va, ça vous a paru clair, ce début? Ok. Il fait chaud, hein? Ça pèse un petit peu. Bon. Ouais. Yes. Bon. Juste pour commencer. Mais si tu veux te présenter un petit peu. Eric. Eric. Et puis philosophe de comptoir. Ouais. Pour illustrer l'intelligence collective en dessin, Jean-François nous montre un banc de poissons. Les structures en intelligence collective holomidale, donc c'est passons du Maya, donc l'abeille, au maillage. Oui. Yes. Un petit raccourci. Ensuite, un problème de conflit de génération par rapport au jeu. Je ne sais pas comment il s'appelle le jeu de ton fils? Minecraft. Minecraft. Oh, ouais. Voilà. Alors, le petit gars qui est là, qui a peut-être 13 ans, il est peut-être le chef du jeu et il a peut-être 15 000 personnes sous sa responsabilité. Donc quand vous lui dites à table, c'est maintenant ou sinon je me fâche, il va se fâcher, lui, ou il va être discrédité auprès de 15 000 personnes. Ils se connaissent, hein, en plus. Voilà un très bel exemple d'archétype. Puis après, je voudrais citer William Shakespeare pour terminer. Forcément, qui a dit, voilà. Et bien alors justement, si vous avez des questions, des feedbacks, des commentaires, enfin voilà, que ça aille dans tous les sens, on a des micros, je vous demande simplement si vous voulez parler, d'utiliser le micro, comme ça va dans la boîte. Et puis ça fait mieux comme ça. J'ai pas très bien compris le concept de design social. Moi non plus. Effectivement, merci. Effectivement, je l'ai dit à plusieurs reprises sans l'expliciter. Design social, ça veut dire la façon dont un collectif va s'organiser. On fonctionne comment? On prend nos décisions comment? On va le faire dans quel espace? Quels codes sociaux on décide d'avoir ensemble? Je vous donne un exemple de changement de code social et un certain nombre de collectifs que je connais ont décidé de l'avoir. Dans certains espaces de réunion, tout ça, et décident de ne pas parler sans avoir fait une longue respiration. On change un code social. Eh oui, mais ce code social, rien que ça, change tout. Il change absolument tout. Parce que vous imaginez, lorsque les gens se mettent à respirer, on prend le temps de réfléchir, on ne se met plus en réaction, on oxygène son corps et son cerveau, on va visiter nos émotions, on prend le temps d'écouter l'autre, on arrête de se couper la parole, on ne fait plus le oui mais, on prend de la distance, de la perspective, on laisse venir l'inspiration, et ainsi de suite. Donc finalement, rien qu'en changeant un code social, eh bien on active d'ailleurs une toute autre partie du cerveau, si on nous met des petites électrodes là pour voir, en neurosciences on le voit très bien, le préfrontal va fonctionner beaucoup plus, et donc évidemment les grandes intuitions, les connexions, l'inspiration se déroulent dans cet espace-là. Le terme inspiration, on le dit bien d'ailleurs même dans le langage courant, inspirer, ça veut dire quelque chose qui nous vient de l'extérieur, une expérience transcendante. Donc, je fais un petit détour là-dessus pour vous dire, ben oui, un collectif peut très bien décider de faire évoluer des codes sociaux, par exemple celui-là, d'utiliser un outil pour les richesses différentes de l'argent, où l'argent est autre chose. Donc le design social touche à tout ça. Il y a du design social qu'on peut faire dans un petit groupe, dans une pièce, ensemble, lorsqu'on se réunit. Mais ça touche aussi, lorsqu'on se trouve en intelligence collective holomidale, ça veut dire souvent beaucoup de personnes et distribuées aux quatre coins du territoire ou de la planète. On utilise quel community where?
On va prendre nos décisions comment? Pour communiquer dans nos réunions, on va faire comment? On utilise quoi? On utilise Skype, Hangout, le téléphone, la pensée transcendantale, on fait quoi? Je veux dire, voilà. Donc il y a des questions comme ça qui touchent à la façon dont un collectif va se construire. Et effectivement, comme on faisait toujours tout par défaut avant, je veux dire, vous prenez l'entreprise, elle démarre en tant que de petite start-up, intelligence collective originelle, on sait faire. Elle grossit, elle passe sa période de crise, 30, 40 personnes, où ça y est, il faut faire venir des gens du pyramidal, on va faire des définitions de postes, et ainsi de suite, et hop, elle passe dans le pyramidal, parce qu'elle a du succès, elle grossit. Elle va passer sa crise d'adolescence. Et ça, on sait tous faire, on le fait par défaut, culturellement. Le langage même nous y amène, d'accord? Mais pour la première fois, finalement, dans l'histoire, que je sache, on a à notre disposition maintenant la possibilité de faire du design social. Ça veut dire de faire autrement, d'imaginer d'autres choses, parce qu'on a des outils pour le faire. Avant, on pouvait faire des sortes de décisions politiques, de dire, ben voilà, notre entreprise, on va prendre les décisions de telle façon, on va voter, on va débattre de telle façon, etc. Mais là, on a des outils extraordinaires qui nous permettent de gérer, de faire fonctionner toute cette complexité sociale. Et là, évidemment, ça change tout. Donc le design social touche à ça. Ça répond à votre question? Merci d'avoir posé de très bonnes questions. Oui, madame? Alors, voilà le micro, s'il vous plaît. Pour rebondir justement sur la question précédente, oui. Vous avez l'impression qu'on est à quel stade de maturité par rapport à justement mettre en place cette intelligence collective Alors, quand vous dites on, vous pensez à qui? Je pense la société en général, et, ouais. Et je pense que vous avez beaucoup d'expérience sur les grands groupes, les entreprises et autres. Pourquoi vos perceptions on est vraiment démarrage, il y a une vraie prise de conscience, il y a... Alors, mon expérience, il ne s'agit que de la mienne, donc je veux vraiment rester clair là-dessus, montre effectivement que les grandes entreprises ont un retard gigantesque. Gigantesque. Ne m'interromps pas. Je vais le dire. Voilà. Oui. Parce que... Et ça se comprend, et je ne le dis pas pour pointer du doigt, vous avez un corps social déjà constitué. Ne demandez pas à un tigre de devenir autrement. Il a un design fait pour chasser, pour conquérir du territoire, un design de cerveau limbique, hein, donc reproduction, territoire, conquête de ressources, etc. L'entreprise pyramidale, elle a un design social fait pour ça, conquête de marché, donc territoire, conquête des ressources, alliance, éliminer les ennemis, se reproduire, grandir, voilà. On a exactement la dynamique du cerveau limbique dans l'intelligence collective pyramidale. Alors donc il y a des contenants, des choses, des freins extrêmement forts, et qui font que, à côté de ça, individuellement, les gens, eux, font un chemin extraordinaire. D'ailleurs, on le voit en sociologie, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des créatifs culturels. En tout cas, partout en sociologie, dans le monde entier, on voit de plus en plus de gens qui vont vers le développement personnel, qui retrouvent une vie spirituelle, qui essaient d'avoir une vie intégrale, où le corps, le mental, l'esprit, tout ça fonctionne à peu près en harmonie, qui vont plus forcément vers le carriérisme, qui ont une conscience écologique, etc. Ça, on le voit, on le mesure. Hein. Sociologiquement, ça augmente partout dans le monde. Plutôt bonne nouvelle. Ouais, mais dans les entreprises, les gens veulent le faire, mais la structure pyramidale, souvent, pose des freins énormes. Alors, je ne veux pas faire des choses noires ou blanches en le disant. Vous avez des entreprises qui deviennent conscientes, qui appliquent la responsabilité sociale, qui font attention à l'environnement, etc. Hein. Il y a des grandes différences, il y a de grands écarts. Néanmoins, par design, l'intelligence collective pyramidale arrive quand même, à un moment ou à un autre, à une limite liée à sa structure. Par son ADN, elle ne peut fonctionner que dans l'argent rare, par exemple. Par son ADN, du fait que elle fonctionne sur des chaînes de commandement, elle a besoin de gens qui adhèrent au système de la chaîne de commandement. Et ça, il faut 20 ans d'école pour apprendre la chaîne de commandement. Hein. Essentiellement, l'école, oui, elle nous apporte des connaissances, mais elle nous apprend à rester bien sage, assis, là, comme ce soir, pendant des heures, et à déconnecter le corps, les émotions, pour se focaliser sur le mental, et à faire des êtres prévisibles, qui arrivent le lundi matin en disant, ben, peu importe ma vie spirituelle, émotionnelle, etc., je viendrai à 8 h le matin et je me rends prévisible. Donc la prévisibilité dans une chaîne de commandement passe d'abord par la prévisibilité des êtres. Et donc ça s'inscrit dans la culture.
Hein. Alors, il y a, je vous disais, cette évolution sociale qui se fait, et donc de plus en plus des gens qui vont trouver une vie sociale et sociétale ailleurs que dans l'entreprise, et qui essaient de le ramener dans l'entreprise, mais souvent ça se fait dans des espaces de souffrance. Hein. Ce que je conseille aux dirigeants aujourd'hui, parce que j'en accompagne un certain nombre, je leur dis, n'essayez pas de changer la structure mère, elle existe déjà, elle a ses fonctions, elle a sa maturité, elle a grandi pour évoluer dans cet écosystème-là, mais créez à côté des structures intelligence collective holomidale. Vous ne faites pas de soucis, si ça marche, ça va grossir. Vous verrez un flux migratoire se faire, des gens qui ont envie d'aller de l'ancien vers le nouveau. Les gens qui veulent rester dans l'ancien, ils y resteront. Et puis ceux qui veulent aller vers le nouveau iront. Donc ça va se faire de toute façon. Voilà. Merci. Bonsoir. Et justement, sur ces nouvelles structures holomidales, est-ce que le forum ouvert, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, et puis alors il y a des gens dans la salle, je connais certains qui connaissent très très bien ça et qui en parleront même mieux que moi. Et le forum ouvert consiste en une série justement d'architectures de design social et de codes sociaux où on va changer par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Vous avez les forums ouverts, vous avez aussi des mécanismes de gouvernance comme la sociocratie, la holacratie, ça vous dit quelque chose tout ça? D'accord. Bon, vous avez plein de choses effectivement qu'on a à notre disposition pour mettre des gens ensemble dans un espace physique, en cercle, où on va susciter des phénomènes d'émergence. Par exemple, effectivement, le fait de décider de faire tel ou tel atelier à tel endroit, de rapporter ce qu'on a fait aux autres, etc. Il y a des tas de techniques qui existent dans le forum ouvert. Et je vous invite à vous former à tout ça, effectivement, à les connaître, et à vous demander, vous dire, voilà, ok, on sait le faire dans des espaces physiques, comment on peut aussi, maintenant, savoir les faire dans des espaces en ligne. Donc se réunir physiquement dans des pièces, il faut le faire, il ne faut jamais arrêter de le faire, et aussi comment on peut mettre ces architectures-là en ligne également pour que ça puisse aussi fonctionner avec des gens de manière distribuée. Voilà. Je ne sais pas si ça nourrit votre question. D'accord. Peut-être l'idée, c'est justement que d'abord que les gens se réunissent pour que le en ligne puisse fonctionner, que ça donne une impulsion en ligne. Parce que si on parle du réseau social d'entreprise, en tout cas la crainte souvent quand on n'a pas encore mis en place, c'est de se dire ça ne va pas marcher, ça ne va pas être nourri, ou l'impulsion ne va pas venir. Oui, vous avez raison. Les gens ont déjà besoin beaucoup dans l'espace physique, sensoriel, de vivre d'autres expériences. Je peux vous dire, pour avoir vu des entreprises où simplement le fait de mettre des gens dans un cercle physique, rien que ça, dans une pièce, on les met en cercle. Le choc, l'impact émotionnel que ça a pu avoir, rien que ça, pour dire à quel point déjà ça n'existe pas et il y a un besoin d'aller trouver ce type d'espace qui déjà s'organise dans l'espace physique. Donc oui, absolument, faites-en un maximum, oui. Et il y a des jeunes boîtes qui font ça très bien d'ailleurs, justement, qui offrent qui connaissent bien toutes ces choses comme les World Café, le forum ouvert, la holacratie, la sociocratie, etc., qui ont toute cette boîte à outils qui savent bien aider les entreprises à les mettre en place. Ouais. Ce que vous dites là, c'est... Pardon, juste en fait, il faudrait peut-être que vous preniez le micro. Oui. C'est qu'en fait, ce sont quand même des techniques assez précises et qu'il faut se faire aider, en tout cas dans le démarrage, pour mettre en place ce genre de choses. Oui, je vous conseille de vous faire aider. Parce que ça demande comme tout un savoir-faire. On a un savoir-faire par défaut de l'entreprise classique, on l'a appris à l'école, on l'a appris par l'expérience de terrain, mais on n'a pas appris toutes ces techniques qui existent, et il en existe plusieurs dizaines. Alors après, il n'y a pas à les connaître toutes, mais développer sa boîte à outils nous permet d'apprendre justement à se dire, tiens là, allez, on a un conflit à gérer, eh bien on va utiliser telle architecture. Là, il faut qu'on fasse plutôt une session de vision. On va aller développer notre vision. Ah ben, on va utiliser telle autre architecture, et ainsi de suite. Donc on apprend justement à adapter, à configurer le collectif en fonction de ses objectifs. Ça fait partie de la boîte à outils de l'intelligence collective. Et je vous invite à ne pas dire on va faire de l'intelligence collective, parce que vous en faites déjà. Hein, on ne fait pas de l'intelligence collective, on utilise des outils d'intelligence collective. Voilà. Merci. Avec plaisir. Je ne m'occupe pas de la distribution de paroles, mais vous vous en occupez, donc voilà. Ouais. Ça va? D'accord. Alors je crois qu'il y a...
Moi, je suis curieuse de savoir comment s'opère le passage de la forme pyramidale à la forme colloïdale. On en rêve tous, enfin, je crois que ce serait aussi pour les scientifiques intéressés ce soir. Alors, est-ce que ça va se faire, le passage de la méthode, vous misez beaucoup sur le, enfin, si j'ai bien compris, hein, sur le fait qu'on donne envie en ouvrant des espaces nouveaux. Est-ce qu'il va y avoir un Big Bang? Est-ce qu'il faut attendre une extraction de la race des pyramidaux? Comment on peut faire ce passage-là? Parce que je pense qu'il y a aussi des enjeux personnels énormes de pouvoir, notamment. Donc on peut donner envie, pour autant est-ce que... voilà, c'est ça ma question. Je me sentirais bien prétentieux de donner un scénario. Je veux dire, comme toutes les transitions, difficile de savoir si ça va passer par des phases de rupture violente ou plutôt continues. Je peux simplement vous dire ce que j'observe. J'observe déjà, je disais, de plus en plus de personnes qui font déjà un cheminement individuel. Et ça, le cheminement individuel ne touche pas qu'à l'individu, ça questionne le collectif. Dès qu'on va vers soi, le chemin de soi amène à questionner le nous qui se vit dans le soi. Ça, forcément. Ces gens-là, quand ils reviennent dans l'entreprise, ils font une expérience très intéressante qui joue d'ailleurs sur une notion sémantique. J'aime bien ces distinctions entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, on le conquiert. Le pouvoir médiatique, le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique, le pouvoir entrepreneurial. On le conquiert, puis il faut se battre pour le garder. On peut le perdre à tout moment aussi vite, enfin très vite. Et de toute façon, quand on s'en va de cette planète, on le perd. Bon. La puissance touche au fait de faire œuvre de soi, de construire son intégrité, et sans aucun compromis. Je ne vais même pas dire de compromission, je vais dire sans aucun compromis. Alors, si je prends des grandes figures connues, vous prenez Mandela dans sa cellule, il a la puissance, celui qui a le pouvoir, évidemment celui qui a les clés. D'accord ? Et si vous regardez les gens qui ont vraiment changé l'humanité, qui ont vraiment profondément transformé l'humanité, je ne parle pas de ceux qui ont donné des coups de pied dans l'humanité, les Hitler ou les va-t-en-guerre connus, je parle de ceux qui ont laissé une empreinte dans la conscience de l'humanité. Vous trouverez toujours des gens qui ont fait un cheminement plus loin que les autres dans cette notion de puissance. Et la puissance, elle n'a aucune stratégie. Elle ne s'intéresse pas au pouvoir d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir, mais elle ne le cherche pas en tant qu'objet. Alors, je vous dis ça parce que, bon, ok, les grands exemples, les Gandhi, les Mandela, etc., mais ça se joue au quotidien pour nous-mêmes. Si je fais ce choix, par exemple, dans ma vie, de vivre en vérité, par exemple, tout le temps, et ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais je développe ça. Déjà, la stratégie, elle commence à en prendre un coup, parce qu'on sait que dire la vérité va parfois provoquer des choses, des réponses, des réactions, des choses comme ça. Ben oui, mais au bout d'un moment, la configuration sociale autour de soi va se mettre à évoluer, va se mettre à changer. Pour parler de moi et pas simplement de manière théorique, le jour où j'ai décidé que je me mettais, à respirer avant de parler, et à toujours ne parler que lorsqu'on m'offrait la parole. Et si on me la coupe, je m'arrête. Je ne parle plus si quelqu'un m'interrompt, j'ai aucun problème avec ça, je ne me sens pas vexé ou lésé ou quoi que ce soit. Ça m'a permis d'aller dans ma puissance, parce que j'ai plus aucune recherche de pouvoir, j'ai plus besoin de me faire entendre, de marquer des points, qu'on comprenne mon truc, j'ai plus envie de gérer ce que les autres doivent avoir dans leur tête. Bon, rien que ça a eu un impact social et sociétal qui fait que ce soir vous m'invitez à parler. Je peux vous dire, si je retrace mon histoire, une grande partie de ce qui fait ma vie aujourd'hui, que je voyage, que je fais ce qui me passionne, tient déjà à ce choix tout simple, d'aller vers ma puissance et de n'avoir fait aucun calcul. Et ça, je le vois de plus en plus au niveau de gens dans leur choix personnel, parce qu'ils reviennent dans l'entreprise avec ces postures personnelles, des petits gestes comme ça du quotidien. Il ne s'agit pas nécessairement de faire des choses grandiloquentes, mais ça change l'organisation. Ça a un impact considérable, et surtout un impact qu'on ne cherche pas à faire, mais un impact qui émerge, qui arrive. Voilà. Et ça, je le constate, et je le vois un petit peu partout. Ça n'a pas quelque chose, ça n'a pas un trait culturel lié à un pays ou à un lieu particulier. Alors, je ne sais pas si ça nourrit votre réflexion, mais voilà ce qui me vient en tout cas. Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. Je me dis, est-ce qu'on est contraint pour
bâtir cet écosystème holomidal, de s'appuyer à tout prix sur des réseaux sociaux, des outils web, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes possibles qui, voilà, sans ça? Je vais vous donner une réponse très tranchée. Pour moi, oui, ça fait partie. Je ne vois pas d'intelligence collective holomidale sans ça. De même qu'il n'y a pas d'intelligence collective pyramidale sans l'écriture. Alors, on a appris l'écriture, ça nous a pris du temps. Et puis, avant que ça devienne généralisé, il en a fallu des générations et des histoires. Je veux dire, ça commence avec des initiés, des scribes, etc. Avant que ça se démocratise, ça a pris des centaines, enfin, ça a pris des siècles. Hein. Là, ça va beaucoup plus vite. Je veux dire, ça se concentre sur quelques générations, hein, des choses qui ont mis des milliers d'années ou des siècles à se produire auparavant pour le changement suivant. Maintenant, oui, je vous le dis sans embâche, je ne vois pas d'intelligence collective pyramidale. Je veux dire, vous voulez de l'individuation, vous voulez que votre voix puisse se faire entendre parmi les autres, vous voulez représenter une boucle de rétroaction dans le collectif, vous voulez vous relier à des gens ici et ailleurs, vous avez conscience que vos actions ont un impact ici et ailleurs, et que les gens ailleurs ont aussi un impact sur vous, là où vous vivez ici. Comment pouvez-vous faire sans les médias sociaux ? Donc pour moi, il y a effectivement cet apprentissage dont on ne peut pas faire l'économie, mais qui peut s'avérer une belle... Je vois effectivement des gens, ça les crispe, ça leur fait peur, ils ne se sentent pas bien dedans, je le comprends. Tout comme il y a des gens, certainement, à une époque, apprendre à lire, à écrire, ça ne leur faisait pas plaisir. Et oui, mais comme tout art, comme toute chose, comme toute technique, au bout, il y a aussi la puissance libératrice des moyens qu'on acquiert par rapport à ça. Donc oui, il y a des gestes souvent peu naturels au début, qui nous semblent artificiels, et après ça devient naturel, comme tout art. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, ça va simplifier, comme tout, je veux dire, regardez les débuts de l'imprimerie et aujourd'hui, et ainsi de suite. Et puis ça rentre dans la culture, donc au bout d'un moment, on n'y pense même plus. Il y a aussi cette évolution, je veux dire, où les interfaces rentrent de plus en plus aussi au niveau de nos gestes, nos corps, etc. Donc l'aspect purement sur un petit écran, passer des heures devant son clavier, ça je crois que ça va plus durer aussi très très longtemps. Je veux dire, la notion de communication et d'interrelation va se dérouler dans des espaces physiques, fondés sur notre gestuel, fondés sur des appareils qu'on va avoir aussi sur nos corps, etc. Pour le meilleur et pour le pire. Ça peut faire très peur, comme ça peut aussi apporter des choses intéressantes. Ça dépendra de ce qu'on en fera. Mais le feu a fait peur, l'imprimerie a fait peur, le téléphone a fait peur, les ordinateurs ont fait peur, les avions ont fait peur. Donc oui, on peut en faire tout ce qu'on veut. Voilà. Non mais je dis ça parce que je travaille pour une ONG. Oui. Et les personnes qu'on accompagne, qu'on soutient, etc., si on veut justement les mettre dans la société, il va falloir aussi leur faire intégrer ce saut. On se rend bien compte que c'est compliqué, il manque d'outils, il manque la capacité à le faire aussi. Donc voilà, ça pose vraiment une question, la question d'une société à 2 vitesses, 3, 4 vitesses, j'en sais rien. On va en avoir des questions. Je vais vous dire. D'ailleurs, je précise, je ne viens pas en tant que VRP des lendemains qui chantent. Hein. Je ne viens pas vous vendre la solution. Je veux dire, y a-t-il des dangers demain? Une foultitude. Des choses auxquelles on n'a pas répondu, plein. Je veux dire, vraiment. Donc, vous pensez, ne serait-ce que la convergence entre Internet, les nanotechnologies et la génétique. Hein, pourtant, aujourd'hui, encore à peu près 3 champs séparés, sauf dans les labos. Mais vous imaginez une société maintenant où tout devient connecté, donc des objets nano, invisibles à l'œil nu, deviennent communicants, font plus ou moins partie de notre corps, etc. La notion de transhumanisme, en tout cas de l'humain délimité tel qu'on l'a connu, je vais vous dire, moi je sais que mon fils, il va voir le transhumanisme. Et moi, si je vis assez longtemps, on va le voir. Je dirais, on parle des années qui viennent, on ne parle pas de 50 ans ou 100 ans. Hein. Donc il y en a des questions qui vont se poser, qui dépassent les scénarios de science-fiction les plus fous. Hein. Ouais. Voilà. D'autres choses, je veux aussi avoir conscience de l'heure.
Au niveau timing, ça va? D'autres questions ou feedback, hein? Il n'y a pas que vous avez aussi des expériences à partager. Oui. Allez-y. Alors justement, c'est un constat qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Dans mon entreprise, je suis chez Groupama, oui. Grosse entreprise. Oui. Il y a à la fois l'injonction qui arrive, c'est-à-dire que tout le monde se rend compte et nos dirigeants se rendent compte qu'il n'y a pas assez de collectif et d'intelligence collective. Mais par contre, après, quand on propose des choses en termes d'intelligence collective, c'est souvent un pas en arrière. Et en l'occurrence, là, juste un exemple, on a fait une enquête auprès de directeurs ressources humaines sur des actions à mener en commun, notamment pour plus d'intelligence collective. Et on leur dit, bon, il faut qu'on partage les bonnes pratiques. Là, tout le monde dit, oui, bien sûr, il faut. Alors, pourquoi pas un réseau social, pour l'instant uniquement sur la fonction ressources humaines, c'est-à-dire entre nous. Et là, non. C'est juste un constat, c'est qu'il y a à la fois une injonction, c'est un peu comme l'innovation. On dit on ne fait pas assez, il faut faire mieux. On est trop vieux dans notre manière de fonctionner. Et après, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a encore beaucoup de réticence. Voilà, votre exemple illustre très très bien cette double injonction et l'envie individuelle des gens de faire, mais on se colle à la structure. Et la structure, elle dit non, forcément, bien sûr. Et souvent par des actes manqués, des actes inconscients. Enfin, il n'y a pas un être machiavélique qui nécessairement dit non, je ne veux pas, etc. Alors oui, il y a aussi dans les entreprises des gens qui foutent leur veto un peu à tout et qui s'avèrent bloquants. Bien sûr, on connaît ça et toutes les entreprises en ont. Mais fondamentalement, il y a aussi beaucoup de gens qui vraiment, on les met ensemble dans une salle, ils ont envie, et puis collectivement, non, ils ne vont pas y arriver, effectivement. Donc je vous invite pour ça vraiment à éventuellement chercher des structures d'émaillage, pas forcément dans l'entreprise, voilà, notamment des structures comme celle-là, FCI ou d'autres, je veux dire, pour finalement aller déployer la pratique par des fertilisations croisées, de gens dans la même profession que la vôtre, ou d'autres activités citoyennes ou autres, et que vous pouvez déjà construire pour vous-même en tant que personne, mais aussi partager, parce qu'après ça inspire, voilà. Et aussi pas forcément prendre des sujets liés à l'entreprise même, mais des sujets annexes, pour que les gens se fonctionnent sur la pratique, éventuellement le jeu aussi, mais sans que ça ait de conséquences sur l'entreprise. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais si vous aviez un exemple d'entreprise ou organisation qui bénéficie d'une intelligence collective holomidale, et quelle est, en termes de résultats, la différence de performance entre deux organisations, une intelligence collective pyramidale et l'autre holomidale? Est-ce qu'on voit des résultats, est-ce qu'on peut mesurer? Alors, il s'agit d'une question, finalement, dans sa simplicité, qui a une certaine complexité. Parce que déjà, quand on dit entreprise, ça veut dire qu'on identifie un objet assez classique. Or, la plupart de l'intelligence collective holomidale n'existe pas sous forme d'entreprise. Elle existe sous forme de maillage dans la société. Donc vous allez plutôt la voir se manifester autour d'objets ou d'artefacts, comme effectivement l'impression 3D, tout le logiciel libre. Là, vous avez des artefacts extrêmement complexes à réaliser, qui vont demander beaucoup de talent en commun. Wikipédia, Linux, tout le monde open source, déjà, vous avez de l'intelligence collective holomidale distribuée en maillage extrêmement forte. Ensuite, vous avez toutes ces actions citoyennes qui se font au travers d'outils classiques comme Facebook ou autres. Vous avez des gens qui vont se constituer en collectif pour faire quelque chose ensemble. Alors, on a les exemples, oui, les manifs dans la rue, les raves, etc., qui ont le côté visuel, on en parle aux infos, mais ce dont les infos ne parlent pas, elles ne parlent pas de tout ce qui se crée, justement, en matière d'énergie, d'éducation, choses comme ça. Prenons l'éducation par exemple, vous avez les fameux MOOCs, donc toute cette révolution dans l'éducation qui débarque un petit peu en France, mais qui se fait surtout aux États-Unis et à l'étranger, pas encore beaucoup en France, au travers aussi du mouvement unschooling, où les gens disent on va retirer les enfants de l'école de l'intelligence collective pyramidale classique, qui crée un formatage pour des structures où les enfants s'apprennent de manière organique
en pair à pair, avec des coachs adultes ou qui ont de l'expérience. Et là, on a des gamins qui avancent, mais 10 fois plus vite que l'école classique et que le schéma industriel où tout le monde apprend les mêmes choses au même moment, suivant les mêmes séquencements, etc., et lit les mêmes bouquins. Donc, l'intelligence collective holomidale, j'ai du mal à vous en parler en tant qu'entreprise. Hein? Alors, maintenant, pour nuancer ce que je dis, vous avez quand même de plus en plus de start-up qui fonctionnent comme ça et qui vont se mailler avec d'autres start-up. Hein? Et vous allez entendre des gens de WeShare aujourd'hui, là, ici, dans ce lieu, et ils incarnent parfaitement ça. Donc, ils vont donner une expérience live. Voilà. Mais la grosse entreprise, finalement, déjà, on reste... comme si on se disait, y a-t-il un paquebot qui peut fonctionner de manière distribuée? Ben non. Vous voyez, si on dit déjà entreprise, ça veut dire déjà des contours, une raison sociale, etc. Voilà. Donc, il faut peut-être plus le prendre au sens d'entreprendre. Et là, déjà, on voit un petit peu tout ce qui se produit. Et on voit quelque chose d'énorme se faire. Ça répond à votre question? Merci. Oui, monsieur. Dernière question avec oui. En fait, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une réaction oui. à ma consoeur qui travaille chez Groupama sur les réseaux sociaux pour donner une note positive et puis vous donner une idée, une réflexion. C'est qu'on a à l'AFSI certains exemples, moi que j'ai entendus, je ne donnerai pas le nom d'entreprise, parce que d'une part je m'en souviens plus, puisque ce serait peut-être pas très correct, mais il y a des entreprises où les réseaux sociaux ont été lancés de manière clandestine par tel ou tel qui le mettait à disposition de certains utilisateurs, et puis finalement ça a fait tache d'huile. Donc une petite idée à vous soumettre qui est la désobéissance, ou en tout cas l'espièglerie, appelez ça comme vous voulez, la mutinerie. C'est peut-être un cran au-dessus. Voilà. Je pense que c'est pas l'AFSI. L'AFSI peut vous aider à trouver du travail, mais je pense que c'est pas sa fonction prioritaire. En tout cas, c'est pas donner des idées suicidaires. Mais néanmoins, ça a fonctionné. On a déjà entendu des exemples qui sont très positifs et qui nous amènent aussi à une autre notion qui est basique et qui a été Catherine en intro tout à l'heure. C'est aussi de demander aux utilisateurs et aux salariés ce qu'ils ont envie d'avoir pour travailler. Et de la même manière qu'on nous demande si on veut un stylo au feutre ou un stylo, il faut aussi demander aux gens s'ils n'auraient pas envie d'un réseau social et pas forcément demander au DRH. Et parfois, on met un pied dans la porte et on avance. Oui, merci pour ça. Alors justement, pour finir, et ça m'amène à partager pour moi quelque chose d'important. Il y a une erreur que je vois se faire tout le temps dans les entreprises. On commence par l'outil. On se dit, tiens, je veux tel réseau social, etc. Posez d'abord ce que vous voulez. Hein, on a envie de faire quoi? Pratiquez-le dans l'humain et ça va vous donner effectivement l'envie de l'outil. Hein. Mais souvent, l'outil arrive trop tôt. Par défaut, on va faire du Facebook, etc. Et en tout cas, merci pour ce témoignage parce qu'effectivement, de plus en plus d'entreprises ont un câblage intérieur fait par des outils extérieurs, plus que par effectivement l'intranet. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, François. Avant la transition de mutinerie, là, c'est super. Peut-être qu'avant de passer la parole à Antoine Van de Broek, on va peut-être laisser la main à Eric pour quelques dessins. Tu peux être coach. Prendre une bonne respira.